qui vous ressemble, c'est maintenant, chers téléspectateurs. Bonjour, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va parler des vraies choses, comme d'habitude dans la causerie du midi. Et puis, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est et qui sera toujours d'actualité. Préparez-vous. La causerie du midi s'efforce de toucher à des sujets considérés comme tabous, mais qui sont importants à aborder. Parce que c'est vrai que nul ne se marie dans l'intention de se séparer ou que cela finisse mal. Mais quelquefois, malheureusement, la situation est tellement accablante que le seul remède s'avère être la séparation. L'épisode du jour concerne, chers téléspectateurs, les principales causes de divorce chez les Guinéens. Divorce, quelles sont les raisons principales de leur divorce? Ce sont les questions que nous nous sommes posées ici dans la causerie du midi et que nous avons également posées autour de nous. Et heureusement, nous avons un expert pour nous expliquer ce fait social. Nous retrouvons un habitué, maintenant c'est son salon, notre fidèle sociologue, M. Mahmoud Touré. Bonjour M. Touré. Bonjour, plaisir. Vous êtes bien installé chez vous là? Très bien, je suis chez moi. Donc... Oui, effectivement, il est chez lui. Merci d'être là pour nous outiller. Au plaisir, j'y serai toujours. On en parle en petit groupe d'amis à huis clos, mais comme vous pouvez le constater en regardant notre plateau, chers téléspectateurs, peu de personnes se sentent à l'aise avec l'idée de venir partager leur expérience quant à ce sujet. Mais nous avons heureusement avec nous notre chroniqueur au grand cœur, Josh, qui va nous accompagner tout au long du débat. C'est sa nouvelle présentation, le chroniqueur au grand cœur. Hashtag. Il aime l'amour. Après, ça fait des rimes. Ah, effectivement. Comment ça va? Et vous? Ça va, ça va. Vous êtes toutes belles. Ah, merci, c'est gentil. C'est bien de parler d'amour quand on parle de divorce. C'est vrai. Bon, c'est vrai que j'ai fait exprès de porter du noir. Ah? Oui. Pourquoi? Parce que le divorce, c'est solennel. Je rigole. En tout cas, je pense qu'on est prêt. Et voilà, on disait, hein, c'est dommage que les gens ne veulent pas témoigner. Je pense qu'ils veulent témoigner, mais ils ont peur des caméras. C'est ça. Et ils ont aussi peur peut-être du retour de proches ou de la famille. En tout cas, une de nos abonnées a bien voulu nous partager son histoire, mais bien sûr de façon anonyme. Et je vais vous la lire dès maintenant. Écoutons ça. Donc voilà. Bonjour l'équipe de la causerie du midi. Je suis une jeune femme de 30 ans qui est divorcée depuis maintenant 1 an et demi. Je me suis mariée quand j'avais 26 ans, donc à un âge que l'on peut considérer comme mature. J'avais confiance en la solidité de mon couple et le mariage était simplement l'étape logique à suivre pour nous. Mon ex-mari et moi avons entretenu une relation de 2 ans durant laquelle nous n'avons pas rencontré de périple. Donc imaginez ma surprise lorsqu'une fois mariée, j'ai découvert une personne complètement différente de celle que je connaissais. Il m'avait tout simplement vendu du rêve et avec le recul, je lui en ai peut-être vendu aussi un peu. Avant de se marier, on se présente toujours sous le meilleur jour. Pas jalouse, pas possessive, compréhensive et polie à souhait. Je confirme. Mais une fois mariée, on se met à l'aise. Et ce n'est peut-être pas ce à quoi il s'attendait, de me voir m'affirmer et être ma propre personne. Il a commencé à le prendre comme un affront, alors que je ne faisais que réagir à son manque de considération, d'attention et surtout de respect. Avant de se marier, nous avions souvent des disputes qui allaient jusqu'aux injures. Pas très graves, mais quand même. J'ai toujours pensé que c'était commun à tout couple et que notre relation était normale. À un moment, nous ne communiquions plus. Il rentrait tout le temps tard, ne se souciait pas de moi et je vivais ma grossesse toute seule. Je n'aurais jamais imaginé que nous en serions arrivés au divorce, surtout en regardant les relations de nos parents respectifs, où les mamans ont tout supporté et sont restées. Mais sur le manque de communication s'est ajouté les infidélités et d'autres violences morales que je n'ai pas pu supporter. Il me rabaissait, me donnait l'impression que j'étais une moins que rien. Je n'ai pas pu le gérer et j'ai finalement demandé le divorce. Voilà pour la petite histoire. On n'a pas pu ne pas réagir. Moi, quand je lisais l'histoire de la dame chez les vendeurs de rêves. Après elle-même, elle a vu qu'elle a... Voilà. Au début, c'est un peu normal aussi, mais ça, c'est même pas un crime. Au début, on montre notre meilleur jour, mais ça, c'est pas tout. Évidemment, c'est ça. Après, quand ça va dans l'excès et que finalement tu te retrouves à être une autre personne, on est face à... Moi, j'aimerais bien savoir ce que M. Touré pense de cette histoire, de cette jeune femme divorcée à 30 ans. Quand on l'écoute, on s'en rend compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont provoqué véritablement cette chaleur-là jusqu'à vouloir divorcer. Parce qu'au départ, comme elle l'a dit, avant le mariage, il y avait ces petites discussions. Mais bon, on s'est dit que toute relation, c'est normal. Les discussions permettent à chacun de s'affirmer, se connaître et se comprendre à travers nos différentes... Donc c'est normal. Mais après le mariage, on s'est rendu compte que déjà, il y a commencé à avoir
de l'éloignement. Voilà. C'est l'une même des causes du divorce en Afrique et en Guinée. Dès qu'on se marie, on se dit que c'est un acquis. Et on commence déjà à s'éloigner. Il y a plus d'attention, il n'y a plus de considération. Et dans son histoire, on s'en rend compte qu'il n'y a même plus de communication. Donc quand la communication est biaisée, la communication n'existe pas, tout de suite, tout ce que la femme dira énerve le monsieur. Tout ce que le monsieur dit énerve la femme. Donc du coup, ça crée une certaine tension, la chaleur, le conflit. Et puis, au fur et à mesure, la culture de la haine s'impose au fur et à mesure. Et tout de suite, on a envie de se séparer. Et vous avez vu, tout de suite, c'est ce qui a provoqué l'isolement de la femme. C'est ce qui a provoqué le monsieur, l'infidélité du monsieur, et puis rentrer tard. Donc du coup, il ne se souciait même plus qu'il avait une femme à la maison. Et du coup, ça tue les relations. Et la relation maritale, la relation homme et femme, la relation épouse et époux et tout ça. Et du coup, on est comme des étrangers dans la maison. Voilà. Josh. Petit sourire. C'est quand même un sujet où les gens, comme Esther le disait tout à l'heure, c'est un sujet où les gens n'ont vraiment pas envie de parler de leur vie. Mais moi, j'ai envie de faire ma charrière par rapport à cette histoire. Il faut un peu prendre le cadre du mensonge, parce que tout part du mensonge. C'est vrai qu'elle dit, on s'est vendu du rêve. Voilà. Donc, de tous les deux côtés, il y avait du mensonge dès le début. Voilà pourquoi d'ailleurs monsieur a dit qu'il y avait un manque de communication. C'est parce qu'il y avait un manque de communication où la communication entre les deux n'était pas la bonne. Voilà pourquoi les deux se sont mentis. Et dans la relation, dans le mariage, on voit que ce manque de communication continue et après c'est le divorce. Donc moi je crois qu'il faut tout d'abord commencer par se dire la vérité. Sur qui on est, le vrai visage de qui on est. Voilà. Tu sais, au début, comme je disais, on a toujours un peu notre meilleure façade. Est-ce qu'il faut essayer de tout se montrer qu'on est il faut comprendre aussi que dans une relation, les gens, pour pouvoir avoir ton homme ou ta femme, souvent, il y a certains comportements que tu préfères cacher jusqu'à atteindre ton objectif. Mais après, il faut avoir le courage de l'exposer. Parce que après que vous êtes accepté, vous commencez à construire les bases de votre relation. Donc la base là, il faut que la base soit basée sous véritablement la vérité. Bon, au début, on ne se connaissait pas trop dans l'intention de t'avoir, tout ça, on va tous mentir. Voilà, le mensonge n'est pas forcément, comme on appelle, une illusion. Peut-être que c'est un mensonge pour pouvoir atteindre son objectif. Mais après que l'objectif soit atteint, il faut avoir le courage et la sincérité de dire à la personne, voici ce que je suis. Parce que maintenant, tu peux mentir pour avoir la personne. Mais tu ne peux pas continuer perpétuellement à mentir pour garder la personne. Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord. Pour mentir, là. Bon, mentir, comme vous le dites, là, c'est vrai qu'on se montre sous son meilleur jour. On a envie que notre petite amie se dise « Ah non, ah oui, celle-là, elle est respectueuse, elle est gentille, elle ne s'énerve pas. Quand on se dispute, elle m'écoute. » Mais au final, pendant les premiers mois, d'accord, je peux le comprendre, on ne connaît pas vraiment la personne en face, mais quand il s'agit de mariage, quand on est en train de parler de mariage, avant même de passer à l'acte, avant même de signer, c'est important de se montrer sous son vrai jour, de la manière dont on est. Parce qu'après, on s'étonne qu'une fois marié, la personne en face se dise mais qui est cette personne? Je ne reconnais plus ce monsieur. C'est ça, exactement. Déjà que quand on est honnête, et qu'on se marie, c'est difficile de vivre avec une nouvelle personne parce qu'on a des habitudes qu'on a prises en grandissant, on a une manière de vivre, une manière de faire qui est différente de la personne qu'on a en face. Donc déjà il y a des tensions, même quand on est honnête, même quand on s'entend. Mais si en plus de ça, on découvre une personne totalement différente en face, c'est difficile. C'est très difficile. Parce qu'il faut comprendre que la personne, c'est pas seulement l'être là. C'est vrai. Hein? En dehors de l'être là, il y a eu une sorte d'éducation, d'habitude, de culture, de croyances, de valeurs que nous avions accumulées tout au long de notre évolution. Et ces valeurs-là, au grand jour, tu rencontres une autre personne qui vient d'une autre horizon différente que la tienne. Et vouloir imposer ces valeurs, ça crée un déclic.
Donc souvent, peut-être que c'est dans cette intention-là que nous parlons, la philosophie de mensonge, pouvoir cacher, camoufler un peu certains caractères qui pourraient tout de suite briser la rencontre. Parce que une femme aussi émancipée, mature, voyant un monsieur aussi dictatorial qui impose, moi, je se dirais, mais attends, rien n'a commencé d'abord, pourquoi lui là? Effectivement. Oui, mais même quand on rentre dans le mariage, je pense qu'il faut, c'est des concessions. Hein. Voilà. Dit, effectivement, donc il faut lâcher quelque chose. Exactement la même personne. On rentre dans un mariage avec ce qu'on est, avec notre bagage, mais une fois que tu rencontres la personne, vous rencontrez au milieu finalement. Évidemment. Donc, mais il faut accepter que aussi bien j'ai des forces, aussi bien j'ai des faiblesses. Et celle que je dois épouser doit connaître mes forces et puis mes faiblesses. Voilà, c'est à la suite de cela qu'ensemble, on pourra... Émile Durkheim, en sociologie, fait comprendre que les meilleurs d'entre nous, c'est ceux-là qui connaissent leur côté faible. Moi, le côté mensonge, je ne soutiens vraiment pas. Moi, je crois qu'il faut commencer une relation sur la base de la vérité. C'est vrai, je suis d'accord. Il faut dire la vérité à ton conjoint. Parce que le mariage, ce n'est pas un match de football. C'est toute une vie. C'est ça, il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas de fin de match. Voilà. C'est deux personnes qui ont jugé nécessaire de se mettre ensemble pour former une seule personne. Et les deux avancent ensemble. Donc moi, je crois que quand tu mens à ton conjoint, c'est comme si tu t'étais menti à toi-même. Donc il faut commencer sur la base de la vérité. Et comme ce que M. Touré disait, la solution, c'est de s'accepter, d'accepter les forces et les faiblesses. Mais comment accepter ce qu'on ne connaît pas? Si en face de nous, on a une personne qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre, ce n'est pas au moment où on se marie, au moment où on a déjà imaginé un idéal de vie avec la personne qu'on a en face, on découvre une autre personne et on nous demande d'accepter des choses qu'on n'avait pas prévu de rencontrer. C'est quand même assez... Mais il faut comprendre ce que nous, on voudrait sociologiquement, c'est un processus. Hein, c'est un processus. Voilà. Il ne faudrait pas que tout de suite, je me rencontre avec Georges, qu'il soit un ami, et tout de suite, je l'étale, tout ce que mes forces et mes faiblesses, je l'embrouille au fait. Donc progressivement, comme il a dit, peut-être que l'expression mensonge, il faut le comprendre entre griffes. Parce que mentir pour avoir quelque chose, tu exposes ce que tu n'es pas. Mais cacher une réalité, un comportement qui est sien, ce n'est pas du mensonge. Voilà, mais au fur et à mesure, il faut l'exposer. Mais s'il faut mentir pour avoir une femme et autres, comme il a dit, tu t'es menti à soi-même parce que le joueur saura que finalement tu l'as menti pour l'avoir. À partir de là, la désobéissance ou le manque de confiance commence. Effectivement. Voilà. Mais en écoutant l'histoire de notre téléspectatrice, quelque part, moi j'ai envie de dire qu'il y avait des signes annonciateurs. Évidemment. Parce que voilà, des red flags, exactement. Là où elle parle de leur dispute qui allait jusqu'aux injures. Pour moi, aucune relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, une relation amoureuse, ne devrait avoir un état, ne devrait entraîner des injures dans une dispute. On peut avoir des désaccords, on peut élever le ton, des fois les émotions prennent le dessus, mais quand on est en face de quelqu'un qu'on respecte, ce n'est pas censé arriver jusqu'aux injures ou à certains comportements. Et vice-versa. Et vice-versa, exactement. Donc déjà, il y avait peut-être quelques signes qu'ils ont ignorés, qu'ils ont banalisé en se disant oui, non, c'est pas grave, c'est normal, tous les couples sont comme ça. Mais comme elle a dit, bien sûr. Exactement. Mais bon, c'est... Et des couples divorcés, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'autour de vous, vous connaissez des gens qui sont sur le point de divorcer ou des gens qui sont divorcés? Est-ce que c'est dans notre quotidien plus mais oui, aujourd'hui, la société guinéenne, dans ces sociétés où il y a assez de mariés, à côté, il y a plusieurs divorces qui se prononcent. On a comme l'impression qu'il y a des mariages de 3 mois, de 6 mois, d'1 an. Au maximum, quand on observe les statistiques, 3 ans de mariage, c'est assez au fait. C'est un exploit en République de Guinée. Ah oui? Oui. Mais avant, c'était tabou. Parce que généralement, dès 2 ans, comme vous l'avez dit, avec l'histoire de cette dame de 30 ans, là, après 2 ans de mariage, tout de suite, il y a un découragement. Parce que pendant ces 2 ans, il y a eu tellement d'éloignement. Pendant ces 2 ans, les gens ne communiquent pas. Pendant ces 2 ans, on ne cherche pas à comprendre l'autre. Pendant ce temps de mariage, on ne cherche pas à savoir pourquoi, au début, nous sommes allés jusqu'au mariage. Donc, ça veut dire qu'on a tout abandonné. J'ai accepté tant de femmes en République de Guinée, tant d'hommes. C'est celui-là, c'est celle-là, j'ai accepté. Je l'ai aimé devant Dieu et devant les hommes. Donc, c'est un exploit. Mais comment se fait-il que
au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, il y a cette séparation. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la base, c'est la communication. C'est ça. La communication, s'il faut dire, c'est comment on appelle, c'est l'essence au fait. J'ajouterais même la compréhension, parce qu'on peut communiquer. Mais mal communiquer. Mais mal communiquer, mal se comprendre. Effectivement. Donc la communication, certes, mais aussi... Communication, c'est déjà un échange, au fait. Oui. Dès qu'on échange, là, on s'écoute. Et la base de la communication, c'est l'écoute. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de communication. Il faut pratiquer une communication effective. Voilà. Est-ce qu'en Guinée, il y a cette culture-là d'écoute? Lorsque vous vous promenez dans la rue, dans les familles, est-ce qu'on s'écoute? L'enfant n'est pas écouté. Le père n'est pas écouté. La maman n'est pas écoutée. Et ces mêmes personnes grandissent avec cette culture-là. Et une fille qui n'est pas habituée à se faire écouter. Un monsieur qui n'est pas habitué à écouter la femme. Ces deux personnes s'aiment et ils se marient. Donc vous voyez déjà que... De ce côté d'ailleurs, on voit plusieurs couples. Je suis par exemple marié, mais j'écoute beaucoup plus quelqu'un d'autre. Donc ça fait que je n'ai pas le temps de communiquer avec ma femme. J'écoute peut-être un ami qui me dit « ta femme, elle fait ça, elle sort ». Donc ça fait aujourd'hui beaucoup de problèmes. Après le mariage, c'est des étapes. Pour moi, il ne faut pas se lancer dans un mariage avant, si tu n'as pas connu la personne. Tu ne vas pas connaître une personne en un mois quand même. Donc il faut prendre du temps, étudier la personne, même si c'est ton ami, prends le temps d'étudier. Il ne faut pas que ça soit le diplôme de... Il y a un genre de paradoxe quand même, parce qu'avant, c'était très tabou. Enfin, je veux dire, on ne se mariait pas parce qu'on se disait, on ne pouvait même pas imaginer se divorcer. Ça, c'était hors de question, on se mariait. Et même quand on souffrait, on restait. On dit à la femme, reste, prends sur toi. Il y a même des termes là dans certaines langues et tout. Mais aujourd'hui, on réalise que finalement, on a l'option de se divorcer avant même de se marier. Donc finalement, on n'a plus la volonté de se battre. Et quand je dis se battre, c'est pas se battre contre ceux qu'il ne faut pas se battre, mais plutôt se battre quand on sait que ça peut fonctionner. Il y a des indices qui nous permettent de fonctionner. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi, comme on le disait tout à l'heure, non seulement la culture, mais aussi la société qui finalement met son grain de sel tout le temps. Et beaucoup se marient plus parce qu'ils se disent, voilà, je suis prêt à me marier. On a vu dans l'épisode les 30 ans célibataires, le jeune homme disait qu'il n'est pas prêt. Il est prêt, mais qu'il n'est pas forcément... il n'a pas trouvé la personne au bon moment. Donc finalement, est-ce que c'est pas parce qu'on se marie pour des raisons qui sont autres que les nôtres? Déjà, avant que vous ne répondiez à ça, moi j'aimerais juste demander, selon vous, ici en Guinée, quelles sont les principales causes du divorce en Guinée? C'est là où on est, mais en Afrique en général. Manque de communication. En Guinée précisément et en Afrique, parce qu'une réalité guinéenne, c'est plus ou moins la réalité africaine. En Guinée, on divorce principalement par le manque de communication. On divorce principalement à cause d'un problème de, comme il a dit, les positions ou les points de vue des tierces personnes, des amis, des parents. On divorce, j'aime bien le dire, surtout avec la philosophie de la belle-mère en Guinée. La notion de belle-mère. Voilà, il y a la notion de belle-mère qui s'impose en République de Guinée parce que cette bonne dame, peut-être, qui a vu grandir son fils, qui l'a géré, qui l'a encadré et tout, à un moment donné de sa vie, celui-ci... À un moment donné de sa vie, celui-ci veut prendre son destin en main et avec une autre fille, une autre femme, la maman se voit peut-être soit marginalisée, soit écartée, et soit elle se sent isolée et elle peut-être pense qu'elle est en train de perdre son fils. Donc tout de suite, elle veut vouloir s'ingérer et puis gérer, lui dicter comment vivre. Et généralement, ça vient piétiner les droits de la bonne dame. C'est pas injuste, ça? C'est très injuste. C'est très injuste parce que elle a sa vie qu'elle a faite. Le monsieur étant majeur et après le mariage, qu'elle lui laisse vivre sa vie. Elle connaît l'importance du mariage, mais elle ne veut pas... Parce que ce qu'elle fait vivre, ce qu'elles font vivre, si ça existe, ces belles-mères, ce qu'elles font vivre à ces belles-filles,
c'est pas forcément ce qu'elles ont vécu. C'est ça, parce que c'est pas forcément ce qu'elles ont vécu. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui il y a assez de divorces et avant il n'y en avait pas? C'est deux cultures différentes, c'est deux modes de vie différents, c'est deux appréhensions même différentes. Avant, comme on appelle, Georges l'a dit, les parents, pratiquement le monsieur ou la fille ne choisissait pas forcément son homme ou sa femme. Les parents prenaient le temps d'étudier. L'étude, c'est les parents qui le faisaient. Voilà, étudier l'origine de la famille, voir est-ce que c'est une famille véritablement digne, responsable, modeste, ainsi de suite. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui sont pris en compte. Et beaucoup disent aujourd'hui, on l'entend quotidiennement, que les mamans d'avant, elles sont des meilleures femmes que les femmes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, pour revenir à ce que je disais, elles se battent. Et aujourd'hui, elles ne se battent pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... bien sûr, il y a la différence, mais est-ce que cette différence, elle est contre nous? Ou bien c'est juste une autre manière de voir? Moi, je pense que c'est... Sociologiquement, on veut vous encourager à vouloir ressembler au moment d'avant. Mais ceux-là qui voient, les femmes qui voient ça d'une autre manière, vont tout de suite créer une opposition. Voilà. Et vouloir créer l'opposition, étant donné que nous, les hommes, on veut marier notre mère. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Voilà. Et vous, les femmes, les filles, vous voulez marier les papas. Donc, on fait référence toujours aux générations passées. Mais avec le réseau social, avec l'imitation, vouloir ressembler et autres, parce que le réseau social aussi est l'une des causes du divorce en République de Guinée, avec les histoires de novellas, c'est vouloir ressembler à la femme blanche et tout ça, étant donné que les réalités diverses, donc ça crée beaucoup de polémiques. Le monsieur se sent rabaissé, parce que dans son grain ou dans son groupe, dans sa famille, il voit les autres femmes soumises. Parce que la philosophie africaine guinéenne, on veut une femme soumise. Bon, la notion de soumission, là, c'est quoi? C'est ça, c'est ce que j'allais demander. C'est quoi la notion de soumission? Parce que de nature, enfin, je sais pas, je parle pas pour toutes les femmes du monde, mais de nature, la femme, elle se soumet naturellement quand on la traite bien. Quand elle se sent aimée, elle se sent considérée, elle se soumet naturellement. Je sais pas, c'est comme quand on dit l'instinct maternel. Quand une femme devient maman, elle a ces petits tics là en s'occupant d'un enfant. Pourtant, c'est la première fois, mais elle a ces petites habitudes qu'elle prend sans s'en rendre compte. Donc, je veux dire, quelque part, est-ce que aujourd'hui, les femmes qui refusent d'être soumises à leur mari, bon, je parle pas de toutes, mais est-ce que la plupart, c'est pas parce que justement, elles se retrouvent en face de quelqu'un qui veut jouer le rôle de dictateur plutôt que le rôle de partenaire ou de quelqu'un d'aimant ou qui les protège, quelqu'un qui leur impose tout, mais qui ne s'impose rien à lui-même? Parce que comme Hawa l'a dit, le mariage, c'est des concessions. C'est des concessions, donc, on peut être un homme qui aimait sortir avant, qui aimait tout le temps être avec ses amis, mais une fois marié, on ne te dit pas d'arrêter de sortir avec tes amis, mais il faut savoir équilibrer. Mais déjà, c'est quoi être soumis? Déjà, en fait. Parce que moi, le terme soumise, là, me fatigue un peu. Non, faut pas que ça te fatigue. C'est très péjoratif, en fait. Voilà, comme Madame Condé. Esther. Condé ou Koné? Madame Koné. Tu es mariée, toi, non? Je suis mariée. Voilà, c'est clair, elle est mariée. C'est clair. Voilà. Donc, comme elle a dit, au fait, la soumission, c'est juste accepter de respecter les dictats de son mari. Ou de sa femme aussi? De son mari. Parce que généralement, la soumission, c'est plus du côté de la femme que du côté de l'homme. Un homme soumis, c'est véritablement mal compris. Oui, voilà. C'est mal compris. Voilà, quand on dit qu'un homme, il est soumis dans la société guinéenne africaine, on se dit, mais cet homme, il a été envoûté ou quoi? Mais par exemple, être soumis, comme elle le demande. Non, pas de... un exemple. Si on définit soumis, l'homme ne doit pas être soumis, l'homme doit carrément accepter et être plus attentionné. L'homme doit être amoureux. L'homme doit être amoureux. Être amoureux. Parce que si vous constatez les choses, en Afrique, on a comme l'impression que dans les familles, la femme a plus de devoirs que de droits. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est ce qui gêne au fait. Elle pense que tout ce qu'elle fait, on lui fait ça. C'est des obligations, c'est des devoirs et devoirs. Et en retour, elle ne gagne rien. C'est comme si c'est normal. C'est ça. Voilà, ça devient quelque chose de normal, alors que c'est pas ça. On dit il s'est occupé de ses enfants. Oui, il a aidé, alors que ça aussi, ça doit être normal. Voilà. C'est pour ça, moi, j'ai un problème avec le terme soumise, parce que pour moi, si, en fait, on dit que la femme doit être soumise, on doit dire que l'homme doit être soumise. Encore une fois, c'est du 50-50.
Et même si ça peut choquer. Et comment tu beaucoup, comprends la soumission de l'homme? Comment l'homme doit être soumis à la femme? Alors? Mais en fait, peut-être que soumis ne serait pas le terme que moi je dirais. Mais je pense que je dirais plus aller chercher. Il a dit amoureux, donc l'homme doit être simplement amoureux. Parce que l'homme, non, ça reste. Quand l'homme aime, l'amour, ça ne reste pas. Je pense que... Oui, je pense que l'amour change. C'est pas que ça ne reste pas, mais selon moi, l'amour change de forme. On va dire les premières années, c'est l'amour passionnel, on veut tout le temps être ensemble. En tout cas, quand une relation commence de manière saine, on veut tout le temps être ensemble, c'est mignon, ah, c'est mon mari, ah, ma femme, tout ça. Et à un moment, avec les enfants, avec le temps, avec la routine qui s'installe, si on ne travaille pas pour continuer à attiser cette flamme-là, c'est sûr que là, l'amour, il disparaît. Mais quand on travaille pour que cette flamme-là continue de rester aussi importante, l'amour change de forme dans le sens où on ne va plus tout le temps vouloir tout faire avec son mari ou tout le temps vouloir voyager avec lui, etc. Mais passer du temps avec lui, ça restera un des meilleurs moments de notre journée. Discuter avec lui, échanger avec lui, avoir envie d'être avec cette personne, apprécier la personne en tant qu'individu. Et non seulement en tant que mon partenaire, mon mari, etc. En mettant ce titre-là, ah, c'est mon mari maintenant, il doit, ah, c'est ma femme maintenant, elle doit. Si on apprécie la personne en tant qu'individu, ce n'est pas une corvée. On aime être avec la personne. Moi, je pense c'est une autre forme d'amour. Totalement d'accord. Et moi, je pense vraiment que, au fond, là, les hommes, ils veulent aussi se faire, pas materner, mais en tout cas, ils veulent aussi avoir leur petite place. Oui, effectivement. Ils se reposent, la femme prend le lead, comment on dit lead les devants. Dirige, on va dire, prend les devants, voilà. Mais parce que justement, quand il sort et puis ses amis apprennent que voilà, au lieu de, il a accepté telle chose de sa femme, il se fait carrément intimider, il est obligé à nouveau de reprendre son rôle patriarcal. Il n'est pas obligé. Il se sent obligé. Ça, moi, pour moi, les gens qui font ça... obligation. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'au final, on veut tous finalement s'entendre avec son partenaire, pas aller dans le conflit. Mais Hawa, les gens qui font, les hommes qui font ça, honnêtement, je suis désolée si vous êtes certains des spectateurs, mais les hommes qui font ça... Esther, ton mari te suit. Oui, justement, je dis ça parce que mon mari me suit. Et comme mon mari, franchement, Dieu merci pour lui. Parce que les hommes qui font ça, c'est des hommes qui ont des problèmes d'ego. C'est des hommes qui n'ont pas confiance en eux. Parce que quand on apprécie et respecte sa femme et qu'on est attentionné envers elle, on ne doit pas avoir peur que les gens dehors pensent que ça se passe, qu'elle te dirige ou quoi. Toi, tu sais ce qu'il en est de ta relation. Je connais un couple qui, avant, quand il venait de se marier, ça c'est un couple d'avant, pas de cette génération, le mari, il accompagnait sa femme au marché, par exemple. Il l'aidait à faire les courses parce que des fois, elle était enceinte. Ou en tout cas, il se disait que j'ai le temps, je vais le faire. Et puis, ses sœurs, à lui, l'ont vu une fois au marché, 2 fois au marché, mais il était avec sa femme. Et on commençait à dire, non, tu peux pas aller au marché, c'est toi le mari, c'est toi le chef de famille, c'est pas normal, c'est pas respectable. Et il a dit à sa femme, tu sais, elles ne savent pas comment on gère notre foyer, mais je ne veux pas te créer de problèmes à toi. Moi, je sais que ça ne me créera pas de problème, mais je ne veux pas te créer de problème, donc je vais arrêter d'aller au marché avec toi, mais je vais cuisiner avec toi à la maison. Parce que ce qui se passe dans notre maison, elles n'ont pas besoin de le savoir, mais c'est parce qu'on l'a fait sortir qu'elles ont donné leur avis. Mais c'est dommage parce que il a réussi à trouver un bon équilibre. C'est pour ça que je dis c'est les hommes qui ont des problèmes d'ego. Il y en a qui carrément ils vont aller totalement à l'envers. Ils sont bien avec leur femme, ils sont satisfaits, ils sont heureux. Et il y a les aigris dehors là qui ont de la misère à trouver leur femme, leur mari parce qu'ils sont là à s'occuper des mariages des autres. Mais ils arrivent à trouver ces aigris là t'observent. Mais ces aigris-là, on s'adresse à vous. On s'adresse à vous, chers aigris. On vous donne les conseils. On est là avec monsieur le sociologue pour qu'on les conseille, mais surtout... Non, mais il faut qu'ils comprennent parce que nous... Moi, je veux savoir ce que Josh pense. Parce qu'il est assis là, il fait son petit sourire. Mais Josh n'est même pas divorcé. Dis quelque chose. Est-ce que Josh connaît ça? Mais c'est un futur mari. Donc, après, c'est un sujet compliqué, vu qu'on parle de mariage-divorce. Je ne sais pas ce que moi je vais trop dire dedans. Mais tu es un futur mari. Comment toi, tu vas appréhender ton mariage? Ma femme, non, je regarde la caméra, je regarde la caméra et je m'adresse à ma future femme. Tu as trouvé l'homme de ta vie. Ah ouais? Dis-toi ça. Ah bon? Ouais. Josh, ça c'est resté sur caméra. On va se retrouver après, quand tu seras marié. Donc, comment ça se passe. Vous savez, chez nous, par exemple, en forêt, au pays qu'ici, par exemple, il y a, quand tu voulais d'une femme, c'est tes parents qui cherchaient la femme. Donc, on t'envoie travailler dans la belle famille sans que tu ne saches. D'accord, sans que tu saches que c'est ta belle famille. Que c'est ta belle famille. Okay. Donc tu travailles pendant des années. Là, on te fait savoir que la belle famille, c'est la famille des amis à votre famille, quoi. Donc tu pars travailler pendant des années. Pendant que tes parents ont vu une femme
dans cette famille pour toi. Après, ça te permet aussi d'observer cette femme. Quand tu rentres du travail, les parents te demandent, leur fille, là, elle se porte bien, et comment tu la trouves, tu vois? Donc, en fonction de tes réponses, les parents vont savoir sur quel pied marcher. Donc, quand elle devient plus tard ta femme, vous connaissez bien, et il y a moins de problèmes. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une c'est ça. stratégie sociale, ça marchait. Le truc, c'est de ne pas laisser les autres entrer dans ton mariage. Influencer Oui, ton mais puisque mariage. ce n'est pas les autres qui ont choisi ta femme, Voilà. puisque tu as accepté de vivre avec elle, pourquoi te laisser influencer? Moi, je pense que par c'est une eux? excuse. Voilà. Mais ça continue de se faire, même si c'est comme logique de ne pas le faire. Estelle a dit, au fait, c'est un peu ça. Au début, tout baigne, tout se passe dans les meilleures conditions. Mais cet amour-là, il faut qu'il soit nourri. C'est comme une fleur. Voilà. Il faut grandir avec toujours l'appréciation. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on laisse une petite place d'ennui. C'est vrai que tout au début, ça va. Mais au fur et à mesure, on avance. Il faut trouver d'autres stratégies pour pouvoir garder ce couple. Mais le mariage, le divorce n'est pas seulement basé que sur ça. Il y a plusieurs autres causes du divorce qui se passent. Le problème d'argent. Pour terminer, moi j'ai une dernière petite question. On a fait les appels, on a cherché des invités, des divorcés pour venir témoigner. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, comment on peut expliquer cette réticence qui existe là, à parler publiquement? Sociologiquement, c'est le regard de la société. Ouais. C'est que le regard de la société, parce qu'on vient de dire tout à l'heure que nous vivons dans une société, dans un environnement. Donc, venir sur le plateau, au vu des gens, la société guinéenne n'a pas cette culture-là. De comprendre, voilà, cette ouverture, cette maturité, de comprendre la personne dans sa situation, dans la réalité dans laquelle cette personne vit. Donc, tout de suite, c'est des mauvais regards. On lui pointe du doigt. Et donc, de peur d'être jugé ou mal jugé, c'est celle-là qui est passée à la télévision en train de gâter notre nom. C'est celui-là qui est passé à la télévision en train de dire du n'importe quoi. Là. C'est vrai. Il se prend pour qui? Donc, tout de suite, vous avez vu, même dans les émissions, les films, quand tu joues un rôle de la méchante belle-mère, la méchante femme, dans la vie sociale, on pense que c'est ton vrai comportement. C'est vrai. Les gens ne savent pas faire la distinction. Chers téléspectateurs, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le divorce en Afrique n'est pas qu'une affaire de génération. Josh est sur le plateau avec nous et va nous parler de ça dans la rubrique Identité. Voilà. Après, par rapport au divorce, j'ai essayé de faire des recherches sur l'historique du divorce, tout ça. Mais à comparer, ce qui se passait avant et maintenant, c'est pratiquement la même chose. On ne parle que de causes, des causes du divorce. Donc, à la base, le divorce a commencé en Grèce, la Grèce antique. C'est là que ça a commencé, mais comme avant, on ne pouvait pas venir dire ça publiquement, j'ai divorcé. Donc, c'est depuis là que ça a commencé. Mais les causes restent les mêmes. Donc, la première cause que j'ai notée, c'est l'infidélité. Donc, l'infidélité aujourd'hui, c'est le premier point sur lequel les gens se basent pour divorcer. Et je crois que c'est vraiment le point, parce que tu ne peux pas quand même tromper ta femme, tu ne peux pas tromper ton homme et rester là. C'est ça. Et après, le deuxième, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, à la base, il y a des gens qui commencent une relation, ils montrent à son conjoint, à sa conjointe, tu es la bonne personne pour moi, ils partagent au début tout. Mais quand la personne se retrouve à avoir un bon boulot, par exemple, à avoir de l'argent, la personne ne voit qu'elle-même, qu'elle seule. Et puis ça fait que l'égoïsme vient en deuxième position. Troisième position, il y a le mauvais caractère. Le mauvais caractère. Ça, c'est large, le mauvais caractère. Voilà. Donc c'est vraiment grand. Je crois que le point où on a parlé d'un point tout à l'heure, où on cache son vrai visage, ça peut intervenir là. Après le mauvais caractère, il y a les désaccords concernant l'avenir. Ah oui. Oui, sur le travail par exemple, sur l'argent, sur les enfants. Donc c'est des points, voilà, c'est des points qui amènent aujourd'hui beaucoup de couples à divorcer. Un autre point, c'est l'incompatibilité. Ah, ça c'est le plus vicieux, je trouve. L'incompatibilité. On ne peut pas savoir.
Moi, je pense que Parce quelque que part, on peut scientifiquement, savoir. On peut le distinguer à une complémentarité. Tu peux dire, ah, il est différent de moi, mais c'est tant mieux, quoi, finalement, c'est une complémentarité. Oui, mais on découvre ça plus tard parce que... L'incompatibilité même va jusqu'au niveau, sexuel. Oui, c'est vrai. Voilà, au niveau sexuel. Ouais. Parce que quand on est incompatible, la femme fait 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas d'enfant. Tout de suite, la société guinéenne, africaine accuse la dame, la femme, que c'est la femme. Alors que souvent, il y a des problèmes. Il y a le problème d'azospermie, d'oligospermie, tout ça là au niveau de l'homme. C'est vrai. Donc, quand il faut faire des tests et tout ça de spermatogramme, il est difficile de voir en Guinée qu'un homme fasse ce test-là pour pouvoir comprendre. Voilà. Donc, je vais rapidement terminer avec mes 2 derniers points. Voilà. Le 7e point, c'est l'argent et le travail. Quand tu commences à travailler, comme je le disais, tu as beaucoup d'argent, tu refuses de partager peut-être avec ta femme, pendant qu'au début, tu n'avais que 5 000 que tu partageais. Voilà. Donc, il y a l'argent et le travail. Et aujourd'hui, le dernier point, c'est les familles, les beaux-parents. Ça devrait être le 2e ou 3e. C'est un ordre oui, selon eux, mais nous, on peut, voilà, bon, après, en fonction de... Voilà, on peut classer. Il y a tout ça. Donc, la belle famille... Les belles familles sont souvent aussi un autre problème. Les sœurs, du côté de la femme, c'est les belles sœurs, c'est la belle-mère. Du côté de l'homme, là, c'est les amis. C'est les amis. C'est vrai. Et tout ça. La société. Oui. Et on va continuer, heureusement d'ailleurs qu'on a un contact direct avec vous, chers téléspectateurs, à travers nos pages Instagram et Facebook. Parce que vos opinions sur nos différents thèmes nous intéressent et justement, nous vous avons demandé, selon vous, quelles sont les raisons principales des causes du divorce chez les Guinéens. Et une chose est sûre, les Guinéens, nos internautes ont parlé, ils nous ont dit, ça n'arrêtait pas, les réponses n'arrêtaient pas. Je vais prendre mon téléphone pour lire quelques raisons qui ont été données. Bon, on m'a parlé de la polygamie. Donc les gens parlent de polygamie, du fait que, voilà... On force la femme à... Et beaucoup de femmes divorcent suite à ça. Le manque de foi. Donc quand, par exemple, peut-être vous ne partagez pas la même foi au niveau de Dieu, etc. L'immaturité, le manque de respect de la femme. Ça revient beaucoup, hein, mais on pointe beaucoup la femme. Manque de communication. Quand la femme est trop belle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Quand on est trop impliqué dans la relation. La tête dure des femmes, bon, ok. Vous, les femmes, ne connaissez plus votre place. Ça, c'est, je pense, en comparaison à nos mères. Nos mères qui peut-être acceptaient plus que nous. L'infidélité, le maraboutage, ça c'est les parents qui insistent trop sur le mariage, les hommes guinéens. Donc, au moins, c'est clair. On aurait voulu avoir un homme guinéen qui a divorcé pour se défendre un peu. L'immaturité, les gens se marient pour suivre le trend. C'est rendu populaire de se marier, surtout avant le ramadan. Mais bref, ça c'est une autre conversation. Manque de respect et le fait que l'avis de l'entourage pèse toujours des deux côtés. La belle famille, surtout la maman du mari, qui sont des sorcières. C'est quelqu'un qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Mariage par intérêt, l'abandon de nos principes et nos valeurs, violence conjugale. Par contre, violence conjugale, j'aurais tendance à croire que les femmes restent. Parce qu'il y a même en Occident, il y a souvent quand... On se fait le syndrome de la femme battue qui croit au mari, qui croit au fait qu'il va changer. Et en plus, en Guinée, c'est normalisé. C'est normal que l'homme lève la main pour corriger sa femme. Mais ça a été nommé par nos internautes. Et bon, on va terminer avec l'orgueil, la fierté, l'infidélité qui revient. Moi, j'aimerais bien aussi en lire certains. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une personne, bien sûr, le manque de communication est souvent revenu. Mais il y a une internaute qui nous a dit « Les gens ne se marient plus pour les bonnes raisons. Ils discutent d'eux-mêmes, mais pas de leur vision ou de leur projet. » Et ça, c'est vrai. Pas de projet de vie. C'est ça. Pas de projet de vie familiale. Voilà. Et il y en a un autre qui dit l'impatience, le manque d'honnêteté, confondre aussi l'amour, parce qu'il y en a qui l'ont écrit en anglais, confondre l'amour et, on va dire, la routine ou la familiarité avec quelqu'un. Donc, en se disant, ah oui, j'aime bien la personne, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va tenir? Ne rallume pas la flamme. Effectivement. L'infidélité, l'implication des familles, ça, on l'a vu. C'est le plus de réponses. On a parlé tout à l'heure, vous avez mentionné la sexualité.
mais surtout le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais il y a l'autre côté aussi, la sexualité, juste la vie sexuelle dans le couple qui est assez importante malgré tout, et que finalement je pense que c'est déjà très tabou en Afrique, c'est très tabou en Guinée d'en parler, d'être ouvert par rapport avec son partenaire de sa sexualité, de ses préférences. Je pense que ça aussi, ça peut, et c'est peut-être un peu vicieux puisque finalement, des fois on ne sait même pas il est où le problème, mais il est là et il est prédominant. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il est prédominant parce que on vit avec une femme et qu'au fur et à mesure la femme grandit, elle prend de l'âge, elle a des désirs sexuels qui sont très élevés. Et au fur et à mesure l'homme prend de l'âge, le désir sexuel diminue. Donc du coup, voilà le problème qui se passe. Donc du coup, dans le couple, là, il faut que l'homme soit à mesure de profiter, de privilégier beaucoup plus de préliminaires et tout ça. Penser à la satisfaction de la femme d'abord qu'à sa satisfaction. Sinon, la satisfaction de l'homme, c'est quelques minutes là. C'est quelques minutes. C'est sur cette note qu'on va finir l'épisode. Chers téléspectateurs, divorcer comme se marier, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Elle demande quand même de la réflexion et de peser le pour et le contre, quant à son bien-être surtout. Mais aussi, il faut préciser que divorcer n'est pas une fatalité et les personnes divorcées ne sont pas des parias. Il est important que les Guinéens et les Africains en général puissent naviguer ce monde avec beaucoup de tolérance et surtout beaucoup d'ouverture d'esprit. Exactement. Soyez ouverts, les gars. Soyez ouverts. On va rendre ça simple et on va passer à autre chose. Voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode de la Causerie du Midi. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci, chers internautes également, pour votre apport. Continuez évidemment à nous suivre et nous écrire sur Facebook et Instagram, la Causerie du Midi. Et rendez-vous demain à midi pile pour un autre sujet qui vous intéresse et qu'on va décortiquer quand on en sait bien le faire ici dans la Causerie du Midi. À très bientôt dans la Causerie du Midi. Bye. MT Solutions vous a proposé la Causerie du Midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Tout le monde à terre! Excellent. La bonne nouvelle, c'est la NTS ADN du président en main, ça veut dire qu'il est vivant. Le président Jean Régnard est vivant. Intrazo. Le suspect s'appelle Hakim. C'est le caméléon, l'un des lieutenants de Scarpel. Le commandement a changé de main. Vous avez ordre de rentrer à la base. Colonel, Scarpel prépare un grand coup. L'explosion du pont n'était qu'une diversion. Yanalada, où êtes-vous en ce moment? Général, je suis en train de filer le dos aux terroristes. Ils sont dans une salle serveur à l'angle de la rue Massabana. J'ai besoin de renforts sur le terrain.